Salut à tous et merci de nous retrouver ce soir sur Nurea TV. J'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois sur notre antenne Anaël Parks. Nous poursuivons notre découverte de cet ouvrage, OVNI et extraterrestres au service de l'État. Ce soir, le dossier que nous avons choisi de vous présenter est celui de Grindel Matthews, un scientifique anglais du début du XXe siècle et de ses étonnantes découvertes, ce fameux rayon de la mort qui suscite nombre d'interrogations. Nous retrouvons Anaël tout de suite sur notre antenne. Bonsoir Anaël, merci de nous retrouver sur Nurea TV. Je suis vraiment très heureux de t'accueillir une nouvelle fois pour qu'on continue notre découverte de cet ouvrage, OVNI et extraterrestres au service de l'État. On l'avait dit la dernière fois, tu nous l'avais promis, une série d'émissions qui va nous permettre de décortiquer tous les dossiers que tu es allé dénicher pour faire un peu la lumière sur ce phénomène OVNI, par une voix qui était très propre, qui n'est pas la plus facile, qui n'est pas la plus spectaculaire, mais qui permet de nous donner tous les outils pour faire le tri dans toutes ces informations et arrêter de sombrer dans la croyance quand il s'agit d'OVNI et d'extraterrestres. Bonsoir Guillaume, bonsoir les Nuréens. Je suis vraiment ravie et honorée de vous retrouver à nouveau à l'antenne de Nurea TV pour vous présenter la suite de tous les éléments. J'insiste, des éléments inédits, comme tu le soulignes, que je suis allée chercher avec mes petits biscottos dans des fonds d'archives un petit peu inconventionnels pour vous présenter des éléments qui vont vous permettre de vous forger votre propre opinion, parce que c'est bien ça. Et si on n'est pas à l'école, je suis pas en train de faire la messe non plus. Je vous présente des éléments qui bien souvent sont éludés du devant de la scène. Pourquoi ? Peut-être pour imposer certains modes de pensée. En tout cas, c'est à vous, encore une fois, de vous faire un petit peu votre idée par rapport à ces éléments. Pardon, je t'en prie. Quand tu nous dis justement, je suis allé chercher et je me suis fait la réflexion. La dernière fois, on a vu Tylee Matthews et cette histoire du heirloom. Là, aujourd'hui, on va découvrir un autre personnage, un scientifique, Grindel Matthews, homonyme, mais c'est pas la même famille, on le précise tout de suite. Donc les deux histoires n'ont à première vue rien à voir. En tout cas, pas de contact entre ces personnages. On se dit, mais Anaël vit dans un monde parallèle. Elle va nous sortir des dossiers, on n'en a tous jamais entendu parler. Et ça, je dis ça pour souligner le travail que tu fais, d'aller dénicher ces dossiers, de les remettre un peu sur le devant de la scène, et de nous remettre des pièces du puzzle d'une histoire de la science et de la mystériologie qu'on a totalement occultées et qui nous empêchent d'y voir clair. Tout à fait, et merci de le souligner encore une fois, c'est un travail, il ne s'agit pas du tout d'une révélation. Encore une fois, moi j'assume en place publique que je suis médium, que je retranscris mes visions dans d'autres ouvrages, mais là ça n'a rien à voir, c'est un travail de fourmi qui implique un travail d'archives, du contrôle des sources que je révèle bien volontiers, que ce soit dans les notes de bas de page de mes ouvrages ou en bibliographie, donc il n'y a jamais comment dire, de choses mystérieuses que je chercherai à terre. Le processus de recherche est clairement exposé. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, il y a place au débat, mais sachez en tout cas que je fais toute la lumière sur ce processus-là. Et j'ai hâte qu'on arrive dans quelques émissions, que les gens comprennent vraiment toute ton approche autour. Alors, on le précise d'emblée de jeu, et tu nous l'as répété à maintes reprises sur cette antenne, toi, tu n'es pas du tout de ceux qui croient que le phénomène OVNI n'existe pas et qu'il y a pas, voilà, qu'il y a pas une réalité derrière le phénomène OVNI. Mais par contre, ton travail sur cet ouvrage et sur le précédent, Black Programme, c'était de dire, attention, il faut faire du tri, et l'être humain
a profité de ce narratif ovni, il a mis son grain de sel, et donc il va falloir être vigilant, et c'est ces éléments-là, ces outils-là que tu nous apportes à travers ces ouvrages et ces émissions. Tout à fait, parce que ceux qui le savent et qui connaissent mes autres ouvrages peuvent comprendre que jamais ce ne sera mon opinion que de vouloir discréditer la corrélation entre le phénomène OVNI et l'existence possible de visiteurs extraterrestres. C'est impossible, ne serait-ce que par l'ouvrage de mon époux, Mu, son dernier, dans lequel il expose le travail de la chercheuse Six Killer, qui est, à mon souvenir, donc une chercheuse américaine, psychologue, ethnologue, qui analyse l'existence possible de témoignages contemporains, je parle bien de gens encore vivants, qui auraient fait des rencontres du troisième type, notamment dans le question, il me semble que c'est des questions liées à des vétérans de la guerre du Vietnam parmi les populations autochtones des États-Unis. C'est quand même un travail énorme auquel moi, par contre, là je vous dis, par contre, c'est vraiment de la croyance. J'ai envie de prêter foi. Je suis pas allée avec elle sur le terrain, mais je vois pas en quoi ma démarche de tentative d'analyse, on va dire, lucide des éléments dont nous disposons, entre en conflit avec des aspects où je vous dis, moi, vraiment, sincèrement, du fond du cœur, je suis persuadée qu'il puisse y avoir des visiteurs extraterrestres. D'ailleurs, s'ils sont là et qu'ils ne se sont pas encore révélés à nous, dans ce cas-là, on serait vraiment, on va dire, le scénario le plus positif, c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas ni de charognard, ni de conquérant, ce qui est pourtant les deux hypothèses prévalentes quand on se fie au paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi, inventé dans le labo de Los Alamos, si vous vous rappelez l'émission qu'on a fait sur la Dulce Base. Eh bien, en quoi consiste-t-il? Dire pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas? S'il y en a, il devrait y en avoir parmi nous, on devrait connaître l'existence d'une alliance galactique. Eh bien, en réalité, ça voudrait dire que peut-être sont-ils tous morts, peut-être se sont-ils entretués, et ceux qui restent, ce sont les plus terribles, tout simplement. Ça fait froid dans le dos. En tout cas, cette histoire d'extraterrestres et d'ovnis, c'est un véritable sac de nœuds. Merci de nous aider à les prendre un à un et à en défaire certains. Encore une fois, le but, c'est d'être le plus lucide possible face à tout ça. Aujourd'hui, Grindel Matthews, j'allais dire Tylee Matthews, tu vois, non. Aujourd'hui, c'est Grindel Matthews. On va parler d'un scientifique qui n'est pas resté dans la postérité, qui est très peu connu, et je pense que vous êtes nombreux comme moi à le découvrir à travers cet ouvrage et cette émission. Donc je te laisse nous présenter tout ça, Naël, et puis je vais avoir énormément de questions à te poser au fil de notre enregistrement, donc je n'hésiterai pas. Merci beaucoup. Merci à tous les Nuréens qui vont nous suivre dans ce voyage qui va nous permettre de rencontrer Matthews, non pas par une chronologie barbante, mais bien en passant par des éléments d'action. Vous allez voir, la vie de cet homme est assez intense. Alors, je voulais commencer à vous présenter ce sacré bonhomme, Monsieur Matthews, par une merveilleuse citation que je chippe à Warren Buffett. Prédire la pluie ne compte pas. Ce qui est important, c'est de construire des arches. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de génies, on parle de Nikola Tesla notamment, figure assez incontournable, notamment dans le milieu ufologique, et en fait on se rend compte que si tous ces gens étaient si géniaux, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas créé ou contribué à créer une société qui nous mette davantage, si on peut dire, dans un environnement philanthropique, pour le dire le moins, ou qui aurait créé des contextes sociaux un peu plus favorables, s'ils étaient si géniaux que ça. Une autre citation que je voulais vous présenter au tout début, elle est extraite du film tourné par Monsieur Grindel Matthews, The Death Ray, donc Le Rayon de la Mort, tourné en 1924, disponible actuellement sur la plateforme où vous nous regardez. Je vais vous traduire cette citation. Et ainsi, nous devons nous souvenir que l'histoire se répète et qu'elle est apparemment impossible, l'impossible, pardonnez-moi, peut devenir réel. Ici, l'idée est de retenir que cette personne se situe vraiment comme un ingénieur disruptif. Il est là pour amener des paradigmes que jamais la science n'avait apportés jusque-là. Et c'est bien ce que cet homme a fait tout au long de son existence, ce qui le rend encore plus incontournable parce qu'il a été totalement sorti de l'histoire, mais par la porte de derrière, comme s'il y avait un intérêt à vouloir silencier l'essence même de son existence et de ses découvertes. On va comprendre comment, on va comprendre pourquoi au cœur de cette émission. Matthews, qui est-ce? Je vous l'ai dit, c'est un ingénieur, et un petit peu comme Tesla, alors que Tesla, Nicolas, de son prénom, lui c'est un génie qui est salué, tant par rapport au caractère prolixe de ses créations, son côté très outsider et son côté inventeur showman. Vous allez rire, Matthews, c'est exactement la même personne, exactement, j'insiste, le même cursus, les mêmes genres de découvertes, sauf que Matthews, il a 24 ans de moins que voilà, son grand frère, si on peut dire grand frère de cœur, intellectuel, spirituel, Monsieur Nikola Tesla, ce qui le rend, en tout cas à mes yeux, encore plus fascinant, parce que tous les deux sont des autodidactes, mais Matthews, faut comprendre qu'il est allé vitesse grand V, surtout quand on sait à quel point, on va le voir ensemble, il a quitté ce monde trop tôt.
Donc je vous le rappelle, tous les deux, Tesla, Matthews, des trajectoires similaires, non conformistes, autodidactes, visionnaires et des gens qui passent leur temps à se réfugier aux États-Unis. On va le comprendre assez facilement, se réfugier dans la houlette de cet État ou d'un autre, c'est à double tranchant. Généralement, si vous trouvez refuge chez quelqu'un ou dans un environnement particulier, ce refuge peut très vite se transformer en prison et on s'apprête à découvrir comment ça a pu se passer. Alors vous avez compris que c'est un petit peu, cette émission, même si ça sera, un tout petit peu différent, une sorte d'hommage comme j'avais fait pour Geneviève Van Kelev parce que je trouve qu'il y a des personnalités oubliées de l'histoire avec un grand H et qu'il faudrait réhabiliter ou au moins reporter à la connaissance du public pour comprendre certains enjeux aujourd'hui sur la scène ufologique. Donc c'est un exemple vivant d'un ingénieur qui incarne le processus de rupture de paradigme, monsieur Matthews, et pourtant il a été réduit au silence. On l'a souvent présenté un petit peu comme Tesla, comme une personnalité qui était assez renfermée, antisociale, confidentielle, un ingénieur discret. On va découvrir ensemble que c'est un petit peu plus complexe que ça et que tout le processus de mythification qu'il y a eu autour de Matthews a contribué, je pense, à l'opacification de sa vie, alors qu'en réalité, elle nous éclaire et elle nous intéresse. Alors, Guillaume, tu vas peut-être me dire quel est le lien entre Batman et ce scientifique oublié du XXe siècle. Tu me poses des cols des fois, je n'en ai absolument aucune idée, Anaël, mais tu vas nous donner la réponse. Alors c'est promis, c'est pas la petite ritournelle du générique agaçant du dessin animé de Batman, c'est simplement le projecteur lumineux qui dans le ciel fait apparaître un hologramme. Alors dans Batman, c'est vraiment réduit à l'état de caméo, mais c'est bien la référence originelle de la personne qui avait conçu ce personnage. C'est le, alors je ne sais plus, si c'est le luminoscope, pardonnez-moi si je l'escagasse, mais c'est bien ça, c'est une invention de Matthews avec laquelle dans les années 20 et jusque dans les années, jusqu'à sa mort dans les années 40, il aimait à projeter dans le ciel des anges, des messages joyeux Noël ou paix sur le monde. On voit toujours cette teinte un petit peu malicieuse, l'envie d'apporter des messages doux, alors qu'il aurait pu tout à fait faire des choses un petit peu effrayantes. On voit là la trace d'un inventeur, mais qui n'était pas seulement tourné vers les armes de destruction. Car oui, l'histoire a retenu de Matthews qu'il a créé le rayon de la mort, mais en réalité, je dirais que c'est plutôt quelqu'un qui aimait la vie, qui appréciait beaucoup l'idée de sortir des terrains battus et peut-être d'apporter un peu plus de magie dans notre monde. Ces technologies pour projeter des hologrammes qui sont pas des hologrammes en 3D, hein, c'est un jeu assez simple avec un rayon lumineux qui passe à travers un pochoir. Ouais, là, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas d'images contemporaines pour Matthews. Effectivement, c'était des images animées. C'était de très belles choses qu'on pourrait aujourd'hui appeler des... comment on appellerait ça? Tu sais, les hologrammes, ou je sais plus quels sont les bons termes pour cela. Et en fait, ça vient d'un secret. On en reviendra, on en parlera très bientôt des prestidigitateurs qui ont légué depuis l'Antiquité des secrets incroyables qui ont été militarisés. Ça vient notamment du milieu du spiritisme. J'ai certainement parlé dans d'autres émissions notamment des tables tournantes, des soirées animées par Victor Hugo et tous ses Ouais. confrères. Que se passait-il dans ces, voilà, dans ces grands appartements haussmanniens? Et ben en fait, on mettait un peu de fumée et là, avec un système de miroir, la fameuse expression tout cela n'est que miroir et fumée vient de là, on rétroprojetait soit des images figées, soit des images animées qui laissaient croire aux personnes un petit peu crédules qui assistaient à ce type de séance qu'ils avaient droit à l'apparition exceptionnelle d'un fantôme. Et c'est pas nouveau, on trouve des témoignages de la sorte qui remontent à l'Antiquité. Monsieur Matthews s'est simplement réapproprié ce système, mais l'a fait à très grande échelle, et en cela il s'agissait d'une innovation. Et en plus, j'insiste, c'était a priori les témoignages qui nous sont parvenus super mignons. Il aurait pu faire des trucs terrifiants, non? Il s'est cantonné à des choses qui devaient marquer positivement l'esprit de l'homme. Ce qui donne un aperçu de la psychologie et de la mentalité de cet homme. Exactement. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments voilà, biographiques contemporains de sa main qui nous permettent de comprendre réellement qui il a été indépendamment de son plan de com. C'est toujours important de prendre ça en considération quand on vous parle d'une figure historique. Est-ce que c'est lui qui s'exprime et est-ce que c'est bien contemporain et que ça n'avait pas été retouché par un éditeur? C'est toujours très 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 important de, voilà, de cerner d'où vient le témoignage et quelle est sa nature. Alors abordons enfin l'important sujet de Matthews, mais surtout du scandale international qu'il a causé en 1924. Donc rappel qui est Matthews, un ingénieur, vous l'avez compris, c'est un monsieur à l'image de Nikola Tesla, autodidacte, qui s'est formé dans des domaines liés à la télécommunication, donc aux ondes hertziennes, on a bien compris, l'électricité notamment, puis il y a tout un tas d'autres éléments annexes dans l'ingénierie qui sont très très en vogue à l'époque. On a toujours cette figure de l'ingénieur héros, un petit peu le Prométhée moderne. Voilà, comprenez qu'il y a toujours, il adhère à un archétype, hein, il faut bien quand même le comprendre, il adhère à un archétype médiatique malgré tout. C'est un homme d'affaires, et oui, même s'il a été plutôt malheureux en affaires, on va voir comment, on va voir pourquoi, cet homme
passe sa vie en banqueroute permanente. Il faut comprendre que sa démarche n'est pas seulement philanthropique. Il essaie bien entendu de vivre de son art, mais comme beaucoup d'artistes-auteurs, vous me direz. Et enfin, il y a quand même la question de se dire, était-il un affabulateur? Il y a quand même beaucoup de personnes contemporaines de ce monsieur Matthews qui ont voulu dire que soit il avait pris les inventions d'autres personnes pour les perfectionner, soit carrément qu'il mentait de but en blanc. On va voir comment et pourquoi moi je balaie assez rapidement ce type d'allégation du revers de la main, parce que sinon à quoi bon vous présenter cette émission si c'était vraiment que, comme on dit en anglais, un con man, c'est quelqu'un qui serait dans la mystification à grande échelle, c'est pas du tout le cas. Et enfin, ça c'est un aspect qu'on ne pourra pas du tout révéler, mais qui est évident au regard de la vie de ce monsieur. Était-il agent du renseignement? Activement ou à son insu, ça reste quand même un des éléments très, très importants à considérer quand on touche à ce monsieur. Sa vie est ponctuée de moments où il passe, dans plein d'endroits, dans plein de pays. Il travaille pour plein de gouvernements C'est de ça. manière affirmée ou implicite. Donc toujours se demander encore une fois, pourquoi déclare-t-il cela? Pourquoi est-il en voyage à tel endroit? Il peut y avoir un contexte politique indépendant de la seule volonté d'inventer ou de développer des technologies. Alors, ce monsieur, que lui est-il arrivé? Donc, nous sommes en mai 1924. Matthews est en train de fuir son propre pays, nommément l'Angleterre, pour se réfugier en France. Pourquoi fuit-il? Il fuit à toutes jambes. Pourquoi? Il a présenté, j'insiste, en répondant à une appel d'offres. Qu'est-ce que c'est une appel d'offres? Le ministère de la Défense, ou plus exactement à l'époque, le ministère de la Guerre de la Couronne britannique, a demandé pour une certaine somme que des ingénieurs présente de nouvelles armes ou des contre-mesures. Il a répondu à cet appel d'offres, il a présenté une technologie, ce à quoi le ministre de la Guerre répond, eh bien très bien, nous sommes ravis, et non pas d'honorer le contrat tel qu'il était présenté dans l'appel d'offres, mais pour 15 000 livres, une somme conséquente, hein, aujourd'hui, enfin autour de 15 000 livres, je dirais à peu près 50 000 peut-être de nos livres ou de nos euros actuels. Nous gardons sous séquestre à peu près 15 jours votre invention, et puis après on vous paiera ou pas. Alors, sans aucune garantie pour un inventeur, je vous laisse imaginer, ou même un artiste-auteur, encore une fois, on va faire le parallèle, confier à une tierce personne, le fruit de votre labeur sans aucune forme de garantie, ça ne se fait pas, ça n'existe pas, surtout quand on répond à un appel d'offres, ça paraît incongru. Et enfin, il apparaît de manière assez logique que cette personne, monsieur Matthews, ait pu craindre pour sa vie. En ayant développé quelque chose qui aurait été trop bien, on aurait pu craindre qu'il ait pu soit tenter de le vendre à l'étranger ou d'en faire un usage plus personnel. Et donc craindre pour sa vie n'était pas une crainte disproportionnée. C'est pour cette raison que sans prévenir personne, monsieur Matthews quitte Londres, prend son invention sous le bras et va de l'autre côté de la Manche, à Paris, pour essayer de trouver un preneur pour ce fameux rayon de la mort, rien que ça. Je recontextualise parce que certaines personnes, peut-être férues de la vie et voilà, la biographie étendue de monsieur Nikola Tesla, vont me dire « Mais c'est lui qui est l'inventeur du rayon de la mort !» Je veux bien le Ce croire. mot, il est associé à Nikola Tesla. Exactement. Pourtant, lui n'en parle qu'à partir de 1934, soit 10 ans plus tard. Donc, je vais quand même retenir comme, on va dire, inventeur du rayon de la mort, Monsieur Matthews, bien que dans une prochaine émission, il faudra que je vous fasse quelques révélations au sujet de l'inventeur véritable. Mais celui qui l'a perfectionné et qui a tenté de le militariser en le vendant à un gouvernement, c'est bien Monsieur Grindle Matthews. Donc effectivement, bien que Tesla soit connu comme une figure incontournable pour ses brevets, et bien quand même, 10 ans auparavant lui, il y a quelqu'un qui présente une invention qui est assez équivalente. J'insiste, Monsieur Matthews, c'est pas un outsider, c'est pas sa première collaboration avec le ministère de la Guerre, donc de l'époque. Il a déjà répondu à d'autres appels d'offres, déjà été financé, mais quand je vous ai dit financé, c'est assez largement, ce sont des sommes monumentales. Cet homme ne vit que par ses mécènes, et par ses productions pour le ministère de l'Armée, en gros. C'est quand même, si vous voulez, quand on le taxe de charlatan, j'ai un peu de mal à comprendre comment des personnes pourraient investir de telles sommes s'il s'agissait vraiment d'une supercherie. Parce que peut-être effectivement qu'il ne développe pas l'arme qu'il prétend, mais dans ce cas-là, il développe autre chose. Sinon, on ne met pas Oui, autant d'argent dans le sinon vent. l'armée dit circuler, il n'y a rien à voir, reprenez votre jouet, on ne vous versera aucun acompte, au revoir monsieur. Et c'est exactement le même mode de piège dans lequel est tombé Nikola Tesla quand il répondra à l'appel d'offres de Monsieur Edison. Il lui est arrivé la même chose, on lui avait promis 50 000 dollars. Alors par contre là, j'ai pas calculé l'équivalent pour aujourd'hui, ça doit peut-être faire 1 million, je suis désolée, je sais pas. Et en fait,
cet homme-là, quand après il a vendu ou il a donné accès à son invention, on lui a dit: «Mais c'est de l'humour américain, monsieur, ce n'est pas vraiment la somme que nous allons vous donner». Et du coup, monsieur Ah, ça c'est de Tesla, l'humour. ouais, tout désespéré de comprendre qu'il s'était fait piéger parce qu'il avait tout révélé. C'est les mêmes processus d'arnaque au cœur de cette industrie qui ont lieu et c'est important de montrer qu'il y a vraiment une, comment dire, une convergence de ces 2 destins. On voit qu'il y a quelque chose et je le déplore encore une fois, Monsieur Matthews est tombé complètement au fin fond des oubliettes, alors qu'il avait vraiment fait quelque chose de sa vie d'exceptionnel et les circonstances de sa mort ne sont pas moins intéressantes que celles de Tesla. Une Revenons petite oui, question, pardon. Anaël, on parle beaucoup de Nikola Tesla, à juste titre, sur ces sujets-là, c'est la référence, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Euh, Est-ce que Grindel Matthews et Nikola Tesla auraient pu se rencontrer, auraient pu se croiser? Est-ce qu'on a des éléments ou on n'a absolument rien qui permet d'affirmer ça? Je n'ai pas trouvé de matériel me permettant de montrer qu'il y aurait eu une rencontre, même ne serait-ce qu'un échange épistolaire entre les 2. Ce qui est d'autant plus frustrant pour moi parce que clairement, on va le dire cash, même si j'en parle un peu plus loin, ils ont tous les 2 les mêmes maîtres. Ils sont les héritiers intellectuels des mêmes sources, sources qu'on a déjà vues ensemble dans l'émission Heirloom, Monsieur Cavallo, Tiberius Cavallo pour ne pas le nommer, dans son ensemble. On en reparlera un peu plus tard. C'est Mhm. impossible que les 2 qui ont suivi en autodidacte les mêmes pistes n'aient pas eu un moment ne serait-ce qu'envie de s'écrire, même si c'était pour s'insulter, vous voyez? Il y a pas de raison et ça n'a pas de sens, surtout que c'était vraiment Nikola Tesla, une figure, on va le dire cash, de showbiz. Il traînait avec Mark Twain, il traînait avec tout un tas de gens vraiment de la haute de son époque. C'est impossible qu'il soit passé à côté de Matthews, qui était lui-même vraiment à un moment de sa vie vers la fin, avant son décès, au milieu de la jet set. Et sachant qu'il est mort avant Monsieur Nikola Tesla. Donc c'est très étrange de trouver une absence totale, ne serait-ce que de mise en concurrence, qu'on n'ait pas une entreprise qui ait laissé des papiers en disant on a fait un appel d'offres et les 2 ont répondu. On n'a pas ça. Et je trouve ça très Ouais, étrange. Donc ça fait un peu œuvre de nettoyage, soyons honnêtes. ouais, oui, effectivement. Merci en tout cas pour cette question intéressante, parce que c'est vrai que c'est la première qu'on est en droit de se poser tout de même. Revenons à Matthews, qui me passionne pour son côté vraiment artiste, auteur un peu bohème. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est qu'il est tout le temps endetté. Et en plus, maintenant, en plus d'être endetté, le voilà poursuivi outre-Manche par ses créanciers, donc les mécènes qui ont contribué à financer la création du fameux rayon de la mort, qui lui disent maintenant, il faut revenir, parce que si vous ne revenez pas, nous on est déjà légalement copropriétaires de ce bien, vous serez arrêté et vous serez emprisonné, et ce, avec un mandat d'arrêt international. Vous imaginez comment on arrivait à tenir ce monsieur? C'est hyper important que vous entendiez ça par rapport à la liberté de presse, de création. Écoutez bien ce processus parce qu'on est encore en plein dedans, même si les choses se font de manière un peu moins, comment dire, publique. Mais on a encore aujourd'hui repensé à des émissions où on a parlé de technologie anachronique. On a exactement les mêmes procédures qui sont en place. Donc, je vous rappelle, Matthews fuit Londres et il veut couvrir ses alliés, ses arrières, pardonnez-moi. Il cherche des alliés, notamment sur le sol français. Au même moment, avant de rentrer à Londres, avant de céder donc sur ce fameux chantage par rapport à l'idée de copropriété, il obtient, il me semble que c'est dans le Rhône, un très généreux contrat de la part de la France qui demande de l'aider, notamment dans une œuvre d'ingénierie pour, il me semble, si je dis pas de bêtises, voyez mon livre, c'est très clair et sourcé là-dessus, il me semble que c'est une œuvre pour creuser un tunnel ou quelque chose comme ça, et tout le monde de dire en France, bien sûr, pas d'incident diplomatique, il est juste là pour nous aider à Ouais. creuser, mais bien sûr. C'est un peu une couverture. Officiellement, on le fait venir et on l'embauche pour ça, mais bon, on sait que derrière, ce qu'il développe en termes de technologie. Personne n'est dupe, en effet, parce que le secret qu'il protège, le fameux rayon de la mort, c'est quelque chose que les gens sont prêts à s'arracher. Alors là, vous le voyez sur cette photo, moi je l'aime bien, on le voit sur le tarmac, parce qu'effectivement, il avait convié des journalistes pour assister à la fois à son départ et à son arrivée. J'insiste, parce que cet homme est terrifié, parce qu'il a très peur d'être congédié de manière très discrète, et il a des vraies raisons. On s'apprête à voir en deuxième partie d'émission pourquoi il a déjà fait les frais de procédure discrète et ce qu'il est en droit de craindre si jamais il réitère des trahisons, notamment des trahisons nationales. Je vous l'ai dit, l'histoire malheureusement se finit de manière un petit peu triste. Il est Manu Militari reconduit à Londres auprès des mécènes, copropriétaires. Donc financer, c'est posséder. Je pense que vous vous rappelez certainement l'exemple que j'avais donné dans une autre émission au sujet de Paul Bénévite, c'est que je réitère de manière plus détaillée pareil dans ce nouvel ouvrage, dans OVNI. Paul Bénévite, donc rappelez-vous, c'est un monsieur qui dans les années 80 disait qu'il avait vu des ovnis au-dessus de la base de Kirkland et qui a fini, on a bien compris, suicidé sur la fin de sa vie.
Outre plein d'autres éléments très très intéressants de sa biographie, lui s'est vu filer un chèque de 75 000 $ hein, par l'USAF, donc l'armée, pardon, le département de l'armée de l'air aux États-Unis. C'est pas rien, si vous voulez, on donne pas ce type de chèque pour acheter du matériel normalement à tous les civils qui sont passionnés d'OVNI, hein. Donc comprenez qu'il y a toujours quelque chose, c'est-à-dire que non seulement peut-être l'ont-ils trouvé crédible, mais d'autre part, tout ce qu'il allait découvrir avec ce matériel dûment acheté par les financements de l'armée appartenait Appartenait à in l'armée. extenso. Voilà, donc c'est toujours très Pour malin. Le revenir à, financement est la clé. pour revenir à Grindel Matthews, donc si je comprends bien, il arrive en France, il n'a pas le temps de boire un café et de manger un croissant, qu'il est déjà reconduit en avion en Angleterre. Ça a duré quelques jours et à la base, ils ont réussi à dépêcher quelqu'un qui arrivait quelques minutes après lui, mais qui n'obtint pas un entretien avec Monsieur Matthews, puisqu'il s'est dépêché de faire vraiment la tournée de tous les journaux qu'il a pu trouver en France. Il parlait très bien français. Il a vraiment cherché à couvrir ses arrières, à dire je ne disparais pas mystérieusement. S'il m'arrive quelque chose, en gros, comprenez que je fais des signaux de fumée. Et ça, c'est capital parce que cet homme, on sent, il a peur. Je sais que pour beaucoup d'hommes, enfin, même de personnes, c'est compliqué de projeter sur un bonhomme comme ça, qui est un ingénieur, qui a l'air tout sérieux, parangon de la lucidité et de la rationalité, qui puisse avoir peur. Cet homme a très peur. Et ça se voit dans un moment Quand on a comme ça. affaire à des gouvernements, on a affaire à des entités qui sont capables de tout, donc c'est assez compréhensible. Et ça explique son envie de tellement en faire au niveau des journaux. On a vraiment, au niveau francophone, sur l'année 1924, une abondance d'articles, tous, pardonnez-moi, plus insignifiants les uns que les autres, parce qu'ils ne font que répéter la même chose, mais au moins on a la preuve que cet événement est réel, que cet événement a fait grand bruit, et surtout que les gouvernements se l'arrachent, parce que les tractations durent plusieurs jours, le temps de conclure ce fameux contrat dans le Rhône. Et ça, c'est quand même assez ubuesque, parce qu'on voit à quel point certaines mauvaises langues qui ont envie de dire oui, cet homme est un imposteur, bah expliquez-moi les sommes, peu importe si au fond il ne vend pas le secret qu'il prétend avoir, c'est-à-dire celui du rayon de la mort, mais les sommes dépensées pour lui parler, pour essayer de trouver des solutions et des arrangements pour l'aider dans ses problèmes matériels, c'est absolument délirant. On ne fait pas ça pour un artiste forain qui a réussi à vous illusionner pendant 2 secondes. J'insiste, ça c'est quelque chose, c'est la première des oppositions, on dit c'est un charlatan. La seconde, qu'on dit mais cette machine est inefficace. Alors on le sait par plusieurs, j'insiste, témoins contemporains, même son propre témoignage, même s'il est assez pudique sur le sujet, il s'est blessé au cours de ses expériences avec le rayon de la mort. Il a quasiment perdu l'usage d'un œil, puisque lui, normalement, disait j'ai une petite éraflure. En réalité, là, sur notamment l'extrait, la capture d'écran que je vous propose du film de 1924, si vous regardez attentivement, si vous connaissez un petit peu l'état d'une cicatrice, vous savez, elle brille, hein, c'est très particulier, les cicatrices de brûlure, c'est brillant, je ne sais pas comment vous dire autre chose, c'est pas mat comme notre peau, vous la verrez briller, même si c'est pourtant des qualités d'image, vous voyez, c'est à l'ancienne, hein, c'est 1924, enfin c'est vieux, il n'y a pas autant d'images par seconde que à notre époque à nous, c'est pas un film en HD, comprenez, on la voit cette cicatrice, et pourtant c'est pas sur ça qu'il communique. Vous imaginez quand même le côté hyper rédhibitoire si on disait bah oui, moi j'ai bien la preuve que ma machine fonctionne, regardez, je me suis blessé avec. Cet homme, Ouais. il est pudique et il a quand même voilà le sens de ça pourrait me décrédibiliser en tant qu'ingénieur, mais vous la verrez cette blessure, donc elle ne sert pas à rien, c'est pas encore une fois, c'est pas un écran de fumée, il se passe bien quelque chose avec cette machine. Alors j'ai envie aussi de vous montrer cette photographie de Matthews avec ses lunettes de protection, les mêmes qu'on peut utiliser quand on fait de la forge. C'est assez impressionnant parce que là on voit bien que c'est délibérément pour cacher sa cicatrice bien sûr, puis ça lui donne toute une dimension vraiment sérieuse. Je trouve que vraiment par contre ça on peut pas passer à côté. C'est un parangon de la mise en scène, hein, il sait clairement ce qu'il fait et il a raison parce que sinon apparemment bah, son destin ça serait un petit peu comme Monsieur Tesla de mourir de faim parce que s'il prenait pas bah, le parti de la société dans laquelle il est né, un petit peu comme la nôtre, mais la nôtre, je dirais que c'est quand même un peu pire. S'il se met pas en spectacle, nommément, eh ben, il se passera rien dans sa vie professionnelle, ce qui est assez navrant. Quand on voit, si vous voulez, la réunion entre le côté talentueux, innovant, bref, et déterminé de cet homme qui a passé sa vie à manger ses doigts en inventant des trucs avec l'argent qu'on lui donnait. Si vous voulez, c'est toujours ça. On se dit, mais non, quelqu'un qui a la reconnaissance, c'est forcément quelqu'un de talentueux, et inversement, quelqu'un qui n'a aucune reconnaissance et qui a un problème. On va blâmer la victime, c'est toujours un petit peu la démarche de c'est humain de penser comme ça. Comprenez bien que malgré son tour de com comme ça, c'est quand même quelqu'un qui a souvent bah, mangé des cailloux et s'est posé la question de comment il allait vivre, hein. Donc comprenez que c'est pas si facile que ça. Je vous montre ensuite
Et là, on la voit bien sur ce cliché, la mise à feu à distance, j'insiste, à distance de la poudre à canon qui est réalisée ici sous contrôle, encore une fois, journalistique et avec des laborantins à ses côtés. Manifestement, c'est des gens qui ont l'habitude, donc ils ont des protections assez sommaires. Moi, je vous le dis tout de suite, vous me proposez cette expérience, j'y vais en scaphandre et avec des plaques de Kevlar, hein, je fais pas ça comme ça. Le gars, il a clairement un rayon qui permet de faire de l'autocombustion à distance. Moi, je me protège un petit peu, je les trouve un petit peu légers, un peu guillerés, ça fait Oui, plaisir. oui, oui. C'est beau l'enthousiasme. Je ne sais pas si c'est dans le même film, là dont est extrait cette photo. Tu racontes en tout cas dans le livre qu'il y a des expériences aussi devant témoins où son rayon arrive à stopper un moteur à combustion. Tout à fait. Un Et moteur à explosion. ça nous intéresse. Pour tous les passionnés d'ufologie, il y a des fils qui commencent à se connecter. Tous les cas d'abduction, de missing times, où les voitures s'arrêtent et le moteur s'arrête de manière inexpliquée. Et puis, Oui. on sait que, juste un petit parallèle, sans tirer de conclusion définitive, on sait que dès le début du XXe siècle, des gens comme Grindel Matthews ont développé des technologies qui permettaient de fabriquer ce type de scénario. Largement, et si on associe ça à ce qu'on a vu dans l'émission sur le Heirloom, imaginez ce que ça donne si en plus, avec ce qu'il peut faire, donc de transmission d'énergie à distance, exactement comme ce que poursuivait Tesla, puisqu'ils sont, j'insiste, héritiers de la même pensée, on en parlera après, donc ça peut remonter à beaucoup plus loin encore ce type de machine. Comprenez que ça fait bien longtemps que la technologie qui permettrait donc ces mises en scène-là, l'arrêt d'un moteur à explosion et l'effacement partiel ou total de la mémoire de quelqu'un, voire même des programmations un peu plus obscures, c'est tout à fait possible. Donc à partir de là, il faut quand même comprendre que ce monsieur, j'insiste, il en a fait la démonstration et en plus c'est ça qui est quand même rigolo, elle a été achetée à de multiples reprises cette invention et sous de nombreux prétextes. Donc c'est pas juste une personne dans le monde qui s'est retrouvée détentrice de cette technologie. Apparemment, c'est quelque chose qui a largement voyagé. Donc c'est très D'accord. très important. Et surtout, bah, lui-même, bah, c'est pas parce qu'il était génial et qu'il a pu vendre son œuvre qu'il s'est pas retrouvé sans arrêt à se battre, à se faire ridiculiser, voire à se faire menacer. J'insiste encore une fois, la compétence n'entre pas toujours en adéquation avec la reconnaissance. Bon, je suis pas hostile et je préfère vous le redire à l'idée que Matthews ait amélioré une machine qui existait précédemment. On en parlera bientôt, notamment sur une émission qui va être consacrée au plus célèbre des sorciers de guerre. J'ai nommé le père du MJ12. Oui, mes recherches m'ont permis quand même de lever l'identité de ce personnage assez mystérieux et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler. Mhm. Donc ce rayon de la mort, comme tu le disais Guillaume, il permet d'éteindre les moteurs. Quand je parle de moteur, moteur de voiture, moteur de bicyclette et plus grave, moteur d'avion. Et ça, c'est quand même vraiment pas rien. Je vous invite à considérer une arme qui pourrait de la sorte arriver à effectivement éteindre en plein vol le moteur d'un avion. C'est vraiment pas rien. Et le but, c'était de créer une arme un petit peu avant donc la bombage tellement horrible qu'elle ferait cesser toutes les guerres. C'était ça, hein, l'ambition affichée de Matthews et de pouvoir tuer à distance par autocombustion. Alors, je vais pas vous le décrire en détail, mais comprenez qu'il y a bien des expériences sous contrôle journalistique qui ont été faites par Matthews avec des souris et d'autres formes de cobayes vivants. Donc, comprenez que là aussi, voilà, il y a du contexte, c'est attesté. Et puis des manières plus modestes, des manières d'agir plus modestes également. On en parlera juste un tout petit peu plus loin. Ça a été envisagé comme moyen pour traiter, notamment pour traiter certaines maladies. On en parlera un tout petit peu après. Comme vous Une, pouvez le voir sur... Pardon. une question, Anaël. On a vu les images là sur cet appareil capable de faire stopper le moteur d'un avion ou de le détruire ou de le faire exploser. Euh, Question qui vient, là, j'imagine, en tête de nombreux auditeurs. Là, on est au début du XXe siècle. Pourquoi, par exemple, sur des épisodes comme la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas écho d'armes comme ça utilisées pour combattre l'aviation? C'est un petit peu comme les techniques qui m'intéressent beaucoup. Comment ça s'appelle déjà? On n'est pas sur de la psyop, on est sur une diversion, j'ai oublié le nom et je vous en demande pardon. C'est de la contre-intelligence. Est-ce que vous avez seulement souvenir qu'un de vos grands-parents vous ait raconté, on a coupé toute la tête des arbres et puis au-dessus de toutes nos routes, on a créé des fils de tension lourds comme des cordes de piano et on a mis toutes les têtes d'arbres tout en haut pour que, vu d'en haut, les avions croient qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Vous savez, pour créer de la diversion. Et ça, si vous voulez, c'est des choses qui ne passent pas, je pense, dans les mémoires. C'est des usages de contre-mesures qui doivent rester confidentiels. Là, je vous en ai donné une, d'ailleurs, elle est visible dans le livre, mais c'est des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne voit pas. Comme toute arme, quand elle est, on va dire, la pièce maîtresse d'une stratégie basée sur la surprise, aussi, comment dire,
simple en termes de technologie soit-elle, tant que l'effet de surprise est préservé, l'arme vaut quelque chose. Et pour moi, c'est clair qu'elle a forcément été utilisée. C'est un petit peu comme Dead End. Je vous en avais parlé de la main morte. On ne nommera pas de quel pays, vous aurez qu'à vous renseigner si vous voulez savoir. Il y a des articles très clairs sur Internet qui vous diront à quel pays appartient la main morte. La main morte, souvent, on considère que c'est un système de désarmement perpétuel pour des silos, certainement des silos nucléaires. Et si on arrête de faire, entre guillemets, chanter ou répéter cette fréquence, eh bien, le pire pourrait arriver. On n'a pas la preuve, mais on le soupçonne. Et si vous voulez, c'est la même chose. Dead End, on sait qu'elle a causé une dysfonction, pardonnez-moi, sur du matériel nucléaire, mais qui n'était pas donc du bon côté, qui n'était pas du côté de la patrie qui émet cette onde-là. Comprenez bien qu'il y a plein de choses qu'on ne présente pas comme telles, mais qui arrivent bel et bien. Bon, après, je m'adresse aux auditeurs de Nurea, j'ai bien conscience du fait que vous êtes très largement ouverts d'esprit et que vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais je préfère vous le dire, c'est pas parce qu'on le voit pas dans les manuels d'histoire que ça n'a pas existé, Oui. j'insiste. Matthews a bien des biographes, a bien des traces dans les journaux, j'insiste, en plus, vous savez, on peut toujours me dire, oh là là, on a mis des petits cailloux blancs devant toi, Anaël, c'était pour que tu nous donnes un narratif, un petit peu à la Bill Moore, à qui on a servi la soupe et qui l'a retransmis. Non, non, moi, ça n'a rien à voir avec moi. C'est des choses qui existaient indépendamment de mes recherches. Et c'est pareil pour cette arme-là. Je suis vraiment loin d'être la première à m'y intéresser. Par contre, et je préfère vous le dire, je suis la première à faire remonter son origine aussi loin et de manière a priori aussi cohérente. Et j'insiste, par contre, moi, à titre personnel, j'ai pas spécialement de mérite. C'est vraiment le travail de détricotage et de poursuite de pistes. C'est pas, j'ai pas eu la révélation, j'ai pas un contact secret qui me donnerait des infos privilégiées. C'est vraiment Non, juste mais il ce y a un travail. travail persévérant, acharné, pour aller chercher toutes ces infos-là. Donc en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il semble avéré qu'au début du XXe siècle, il y ait ces technologies qui soient opérationnelles avec des chercheurs comme Grindel Matthews. Complètement. Et si on l'avait, qu'on appellerait ça, galvaudé et mis sur tous les champs qu'on appelle ça, les champs de bataille, en fait, on aurait perdu encore une fois l'effet de surprise. Quand je dis Mm. on, je parle au nom d'aucun État, c'est juste, enfin, de la De logique manière... pure Mm. en termes de stratégie. C'est ça qui est assez impressionnant, j'insiste encore une fois. Beaucoup d'armes ultra secrètes sont moins sophistiquées que ce qu'on a tendance à imaginer. C'est juste l'effet de surprise qui compte à 90% dans l'usage d'une arme secrète. Et c'est là, encore une fois, tout le secret, même si ça peut surprendre. Et c'est bien ça aussi, l'auréole de secret qu'il y a autour de Matthews et du procédé qu'il emploie pour son rayon de la mort, qui, parce qu'il a opacifié le débat, eh ben, en fait, on a voulu dire, bah, du coup, c'est forcément un, qu'on appelle ça, encore une fois, un conman, c'est quelqu'un qui essaie de faire du chaud sur du vent. J'insiste, quand on voit les transactions financières autour de cette technologie, je ne crois pas un seul instant que ça a pu être le cas. Il y a forcément, encore une fois, quelque chose qui a transité. Mais c'est vrai que cet homme, de par ses expériences précédentes auprès du ministère de la Guerre, n'avait pas envie de confier à n'importe qui, n'importe comment, ses créations, parce que sinon, bah, exactement comme Nikola Tesla, il se faisait plagier et ça n'allait pas plus loin. En quoi est-ce que c'est innovant? Parce que vous allez me dire, effectivement, ça rappelle beaucoup des inventions de Tesla. C'est bien ce que Nikola Tesla, dès 1880, essayait de développer, c'est-à-dire la transmission à distance de l'énergie. Allumer une lampe, on va dire de manière, encore une fois, plus modeste et beaucoup moins militaire, ou actionner des moteurs, ou envoyer des messages à distance. C'est bien ça aussi que a développé Monsieur Matthews. Et c'est bien exactement ce que l'on retrouve également dans les procédés du Heirloom. Vous allez voir que ces deux, Monsieur Tesla et Matthews, se sont bien enseignés, si on peut dire, à la même école, bien que leur maître ait été décédé depuis fort longtemps quand ils se sont instruits. J'ai bien nommé Monsieur Tiberius Cavallo. Je vous ai mis un extrait de l'ouvrage qu'on peut trouver en ligne sur des sites d'archives qui vous permettront de voir que ce monsieur, il avait vraiment un esprit très visionnaire, exactement comme Tesla et Matthews, et même s'il n'avait pas les mêmes termes que nous, c'est exactement vers la même chose qu'il tendait, la transmission à distance d'énergie. C'est bien là-dessus que repose tant le rayon de la mort que les... Alors je suis désolée en français, ça vient pas, mais les Tesla Coils, les choses comme ça. Comprenez que tout vient de ces travaux-là, et même, rappelez-vous, dans Heirloom, je vous ai parlé des bâtons d'ozone thérapeutiques qui ont été Oui, développés à partir des théories de Tesla. Ça vient de là aussi, ça vient qu'on appelle ça les bouteilles de LED. Alors, c'est pas la bouteille de lait de la pub, voilà, c'est vraiment la bouteille de LED. Et ça, si un jour ça vous intéresse, je serais ravie de vous inviter à aller à Paris au musée des arts et métiers. Vous en verrez. Et encore une fois, du coup, c'est pas des inventions que je sors moi de le chapeau. Vous pourrez aller les voir. Elles existent encore. Celles qui datent de la cour de Louis XIV, vous pourrez aller voir. Je sais plus ce qu'il nous reste. Il nous reste peut-être
éventuellement sa lampe de chevet ou quelque chose comme ça. Donc on est bien sur des choses qui sont anachroniques, qui ressemblent à vous, votre lampe de chevet d'aujourd'hui. C'est quand même assez fou. Comprenez, encore une fois, que ça vient pas d'une révélation. Tesla comme Matthews, ils ont été alors initié, c'est un gros mot. Ils ont reçu, j'insiste, voilà, un héritage intellectuel, on va le dire comme ça. Et de la même manière, ils se sont inspirés des travaux de Camus, dont on a déjà parlé, donc baron de Falkenstein, de Galvani, le monsieur qui avait développé le galvanisme, donc lui c'était aux alentours de 1600. J'insiste, il y a un processus intellectuel qui est sur plusieurs siècles, c'est pas eux qui ont eu la révélation, parce que bien sûr, ben, tous les deux, tant Matthews, mais surtout Tesla, sont toujours extrêmement pudiques vis-à-vis de leur dimension d'autodidacte, comme si c'était un péché. Vous voyez, ils sont toujours en train de dire, c'est par l'exploration de la nature, l'observation de la nature et des éclairs que j'ai été inspiré. Franchement, je suis sûre que si on les avait les deux là sous la main pour leur faire avouer la vérité, vous direz, bah, comme on le sait, puisqu'ils ont transité par tout un tas d'universités où ils n'ont pas forcément reçu de diplôme, j'ai lu ces ouvrages, j'ai reçu cette connaissance, et parce que justement, j'étais pas inscrit dans un cursus universitaire qui m'obligeait à penser dans la boîte, j'ai réussi à développer des innovations. Je pense que voilà, le processus désormais vous apparaît assez clairement. Ces gens-là ne se sont pas bâtis ex nihilo, ils ont reçu des connaissances, des éléments assez confidentiels qui transitaient depuis des siècles. Juste, Revenons. je voulais Oui. préciser, puisque tu as mentionné Tiberius Cavallo et ce dossier Heirloom, pour ceux qui seraient passés à côté, voici la fiche de l'émission. Vous pouvez la retrouver en replay sur Nurea, le dossier Heirloom aux prémices du contrôle mental. Un dossier qui mérite d'être étudié et qui vous permet de faire des ponts avec l'émission d'aujourd'hui et de comprendre certains protagonistes. Merci beaucoup Guillaume, parce que je vous invite vraiment, ceux qui ne connaissent pas le dossier, à vous pencher quelques instants dessus. C'est une émission très courte, il me semble qu'elle dure une heure un quart. Une heure et quelques, c'est très, très, très rapide, mais on apprend des choses qu'on ne soupçonnait point. Pas à Exactement. cette époque-là, en tout cas. C'est ça, et ça permet de, comme tu le disais au début, recalibrer nos stéréotypes et permettre de comprendre des choses qu'on ne soupçonnait pas, qu'on nous a présentées, j'insiste, et c'est ce que je travaille dans tout OVNI. On nous pose les choses comme ça, c'est nécessairement une technologie qui n'est pas humaine. Bah, je suis désolée aujourd'hui. Moi, je suis obligée de vous apporter bah, une possibilité que ce soit peut-être bien humain et donc instrumentalisé à de toute autre et très sombre fin. C'est là tout le propos de tes recherches. Exactement. Revenons à notre cher Matthews, effectivement, bah, je vous l'ai dit, c'est quand même un homme, bah, parce qu'il n'est affilié à aucune université et qu'il n'est financé que par des mécènes et par des ministères divers et variés, il est obligé de se livrer à tout un tas de présentations publiques, donc nommément de faire l'artiste, de faire le showman, exactement comme Tesla. Mais j'insiste encore une fois, bah, Matthews lui recevra pas le même soutien, déjà de son vivant, encore moins le même traitement à titre posthume, vous l'avez compris, ni même les mêmes protections, parce qu'on voit bien tout au long de sa vie que Matthews, notamment lors de sa longue tournée française, lorsqu'il va chercher à se protéger de ce que Londres aurait pu lui faire, là on voit qu'il cherche désespérément une sorte de porte de sortie. Il finira par la trouver notamment à la fin de sa vie en fréquentant énormément les États-Unis, son milieu assez jet-set, beaucoup plus libéral dans sa pensée. Mais c'est vrai que tant qu'il ne se présente pas, c'est ça qui est assez navrant, je trouve, comme un prodige, comme quelqu'un qui va, comme un sauveur, comme un prophète, personne ne veut l'écouter. J'insiste, et ça c'est super important encore une fois, de remettre les pendules à l'heure ensemble. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Bah lui, souvent, pourquoi est-ce qu'il dit ça, ce pauvre Mathieu? C'est pour essayer de trouver un mécène. Et c'est ce que, quand je vous ai évoqué le cas des revues prédatrices, je voulais pointer. Il y a souvent des discours qui ne sont là que pour lever des financements. Rappelez-vous-en, c'est vraiment capital. Je vous dis ça en étant moi-même artiste-auteur, mais c'est juste pour plus de transparence et sortir de la surenchère médiatique, parce que souvent, je pense que c'est ce qui a nui à, on va dire, le côté sérieux de Matthews, c'est qu'il a peu souvent été interviewé par des personnes qui étaient compétentes justement pour juger de ses mérites et des ouvertures, des ruptures vraiment de paradigme que proposaient ses œuvres. Je pense notamment donc au Rayon de la mort. J'ai trouvé un seul article journalistique qui dit mais on pourrait quand même en faire des thérapies. Bah oui, évidemment, c'est ce qui va devenir plus tard la radiothérapie et d'autres choses qui sont assimilées. C'est pas qu'une arme de destruction massive, sinon les autres se sont amusés à agiter voilà ce fantoche qui fait bien peur pour pouvoir vendre de la feuille de chou, hein, comme aujourd'hui encore. Et c'est fondamentalement dommage parce qu'encore une fois, si on n'a pas quelqu'un qui pose des bonnes questions, et là je te remercie encore une fois Guillaume et je remercie tous les Nuréens, ici c'est un espace où on peut se poser librement des questions et il y en a plus beaucoup, je trouve, aujourd'hui dans notre ère contemporaine. On est là pour ça d'ailleurs. On a plus de questions que de réponses, mais on est sur la bonne voie.
Exactement, et je t'en remercie. Bah alors, vous êtes en droit de me dire maintenant, bon, ça suffit, Anaël, dis-nous sur quoi repose hein, ce mystérieux rayon de la mort. Alors, du peu que nous en sachions, aujourd'hui, ce serait de l'électricité et des gaz ionisés, et donc nommément de l'ozone. Encore une fois, et oui, on est toujours autour des mêmes problématiques. Donc, encore une fois, dites-vous bien qu'il n'y a rien de bien mystique, il n'y a rien de bien mystérieux. Il était tout à fait possible, avec les connaissances et le matériel de l'époque, de produire de tels résultats. On repasse à nouveau voilà, sur les ondes hertziennes ou ELF, l'électricité, le gaz. Bref, ça réveille en vous le doux souvenir de l'émission consacrée à Heirloom si vous ne l'avez pas déjà vu. Alors, vous allez vous dire, bah, c'est quand même marrant le film qu'a proposé Monsieur Matthews en 1924. Et oui, je vous l'ai dit, c'est un homme qui n'est pas uniquement consacré à des recherches d'armes de destruction massive. Son souhait, c'était d'apporter quelque chose de bien, y compris bah, des techniques un petit peu avant-gardistes au cinéma notamment. Il avait développé, là j'ai plus le détail en tête, excusez-moi, une technique qui permet de faire du son et de l'image en même temps, donc du vrai cinéma actuel. C'est ce qu'il voudra, ses liens notamment avec la Warner Bros. Et c'est là, grâce à ce biais-là, qu'il va se retrouver à enfin pouvoir se retrouver déplacé aux États-Unis et trouver là-bas une sorte de protection par rapport au développement qu'il souhaite faire. Par contre, on le sent bien, dans ces années-là, il n'a pas spécialement non plus rencontré le succès et c'est assez navrant de le voir. Tant qu'il ne travaille pas sur la guerre ou sur des choses grandiloquentes, il trouve très peu d'écho au niveau du public et c'est quelque chose que je veux vraiment porter à votre connaissance. Si vous aimez des artistes, s'il vous plaît, n'attendez pas qu'ils soient morts pour leur montrer. S'il vous plaît, c'est super important. Aider les artistes vivants, c'est vraiment capital par les temps qui courent. Et du coup, bah, cet homme, Monsieur Mathieu, ça c'est mon invention coup de cœur, c'est le luminophone. C'est une sorte de térémine avec de la lumière. Si vous connaissez un peu Tubular Bells de Jean-Michel Jarre, ça ressemble à ça. Je vous ai proposé une vidéo qui vous permettrait voilà, de concevoir ce à quoi ressemblaient ces représentations. Ça a fait un bide monstre, alors que l'idée, je la trouve déjà super visionnaire et super mignonne. Encore une fois, j'insiste, c'est pas un monsieur qui est là. Vous savez, on a l'archétype du docteur Foldingue qui, de docteur Folamour, qui veut, c'était comment ça s'appelle? Je sais plus en français comment s'appelle ce film. C'est Kubrick qui a fait ça, qui veut détruire le monde. C'est pas du tout ça. Il faut sortir de ces représentations-là. On est vraiment sur quelqu'un, je pense, qui a pas été compris, qui a pas été soutenu, qui a pas été accompagné dans ces belles réalisations. Moi, je trouve ça super touchant, encore une fois. Ça donne un côté très humain à la démarche de ce monsieur. On enlève tout, et j'insiste, ce truc hollywoodien qui est, c'était un homme qui construisait le rayon de la mort, il est forcément fou, méchant, et il se lave pas, il est dans son laboratoire au fond d'un Oui, volcan. en poussant des rires. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas On ça, n'a pas effectivement. affaire à Minus et Cortex. Oh, j'aurais aimé, ça aurait été chouette, mais non, c'est pas eux. C'est pas eux du tout. Mais d'ailleurs, si lui c'est Cortex, on n'a pas trouvé son Minus, ce qui aurait été dommage. J'aurais adoré trouver, je sais pas, la biographie d'un de ses laborantins ou quoi. On a un silence assez étourdissant là-dessus, mais j'ai peut-être une piste à vous évoquer, le pourquoi, comment y a-t-il silence, justement. Donc maintenant qu'on a vu le grand scandale de Monsieur Matthews, j'ai quand même une question d'importance à vous poser. Et oui, est-ce que vous vous rappelez de l'émission que j'ai proposée il y a maintenant quelque temps sur le crash d'Aurora? Sinon, je vous la Oh refais oui. en 10 secondes. 19e, Aurora. Petit résumé. Voilà, petit, c'est promis. Il y a le crash d'un appareil considéré par les puristes comme un appareil extraterrestre, en tout cas un appareil mystérieux qui s'est crashé aux États-Unis au début du 19e. Ce qui est vraiment, à la fin, pardon, du 19e, ce qui est vraiment bizarre, puisqu'à l'époque, c'est pas à la mode. Quand on me dit oui, c'est pour faire du tourisme, je vois pas pourquoi un petit patelin perdu se serait amusé à inventer un pèlerinage ufologique qui prédaterait Roswell, ça aurait même pas venu à la tête à quelqu'un. Et surtout, le cimetière dans lequel aurait été enterré le supposé extraterrestre, en tout cas le supposé pilote de cet appareil, il a été visité minimum 3 fois. Donc il y a vraiment un truc qui s'est passé, mais aujourd'hui on n'a pas assez de primo-documents pour pouvoir comprendre quoi, où, quand, comment. Et ben j'ai peut-être trouvé le petit coupable qui est derrière le crash d'Aurora. Est-ce qu'il s'agirait pas de monsieur Harry Grindle Matthews? Et on a toutes les raisons de le croire, et je vais vous donner les éléments qui permettent de contextualiser et peut-être de mettre un point à cette affaire. Une remarque. Naissance de Grindle Matthews 1880, crash d'Aurora 1897. Tu es en train de nous suggérer qu'à 17 ans, cet homme-là avait déjà développé une technologie capable d'abattre le mystérieux aéronef d'Aurora.
C'est un petit peu plus lâche que ça, mais je vais vous expliquer Allez, comment et pourquoi, parce que c'est à mourir de rire. ok. Si j'avais seulement les moyens et les papiers pour vous démontrer la fin de l'affaire que j'ai levée, je vous assure que là, on tiendrait quelque chose qui relève vraiment de... C'est pas la bonne blague, pardonnez-moi, parce qu'il y a manifestement quelqu'un qui est mort, au moins Oui. le pilote, quelle que soit sa nature, il y a un pilote qui est décédé dans l'affaire, mais donc on peut pas en rire, mais comprenez qu'il y a quand même une sorte de twist plot qui est invraisemblable et qui mériterait, comme les chefs du Pentagone, qu'on lui fasse un film. Bon, alors je te Donc laisse nous voilà. expliquer quels sont selon toi les liens possibles entre le dossier Aurora et Grindel Matthews. Ouais, c'est assez hallucinant. Donc là, je vous propose une chronologie pour mieux comprendre la trajectoire générale de Monsieur Matthews, donc sa naissance en 1880, sa désertion en juin 1898 et son emploi quasiment juste derrière en tant qu'agent de communication électronique. Vous allez voir que c'est pas arrivé par hasard. Ensuite, une de ses inventions majeures, l'aérophone, c'est quoi? En gros, c'est un téléphone portable dont se servaient les aviateurs. C'est pas rien. Et encore une fois, trouvez-moi quelqu'un qui va vous parler de cette invention qui a certainement été utilisée au cours des guerres. Mais trouvez-moi juste quelqu'un, alors que l'invention existait bel et bien. C'est une évidence absolue. Pourquoi ne l'aurait-il pas utilisée? L'invention des premiers drones aquatiques télécommandés en 1914. Vous me direz, Tesla en avait inventé quelques-uns quelques années plus tôt. Et c'est vrai, vous aurez raison, mais c'est quand même impressionnant de savoir qu'il a déposé des brevets qui étaient suffisamment différents pour concurrencer ceux de Tesla. Ensuite, on a l'invention du rayon de la mort. Ensuite, l'invention du Sky Projector. Et enfin, ça c'est le plus triste, sa faillite quasi finale en 1931. Donc je vous l'ai dit, cet homme, il a toujours été poursuivi par la malchance et accablé par la banqueroute. Là, c'était vraiment la totale, jusqu'à ce qu'il épouse la femme la plus riche du monde de l'époque. Donc il s'est marié avec une philanthrope multimilliardaire. J'ai chiffré dans le livre l'étendue de sa fortune. Même encore aujourd'hui, ce serait proprement délirant d'évaluer l'étendue de ses propriétés. Comprenez que là, soudain, entre gros guillemets, soudain, la chance et l'amour apparemment lui ont souri tout de go, mais pas pour bien longtemps, puisqu'il est mort d'une crise Malheureusement. cardiaque. Voilà, ça a été La fortune ne lui a pas prêté chance. du tout, et ça a peut-être eu même d'autres conséquences qu'on s'apprête à voir ensemble. Et surtout, juste après sa mort, que se passe-t-il? Comme avec ce cher monsieur Nikola Tesla, destruction d'une immense partie de ses archives personnelles et papiers techniques. Alors pour autant que j'en sache, je sais pas où sont ces autres archives qui ont supposément pas été détruites. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas, parce que si vous m'indiquez la fondation Grindel Matthews, a priori, le seul truc qui reste de l'époque de son labo, c'est une étable où on met des chevaux actuellement. Donc, Oui, donc si vous on va savez, pas aller bien loin. Mais si il y vous a beaucoup savez. de grands scientifiques à travers le monde, sans vouloir sombrer dans un complotisme primaire, mais il est établi qu'il y a quand même des scientifiques qui dérangeaient et dont les travaux ont été totalement effacés, les archives brûlées. Il y avait un médecin, je n'ai plus son nom, en Suisse, Solides, je crois, qui avait développé des traitements aussi révolutionnaires. Et après la mort de ce monsieur, mort mystérieuse, le laboratoire a été brûlé. Donc c'est des choses qui sont quand Oh. même récurrentes. Il y a forcément des intérêts divergents sur ces histoires de technologie avancées, et donc on efface des traces. Et c'est un petit peu comme Monsieur Nikola Tesla, découvert à peu près, je sais plus combien de jours après son supposé décès, des suites. Bien sûr, il avait eu un accident auparavant, mais voilà, des suites a priori d'une crise cardiaque. Lui aussi, c'est une artère bouchée qu'il aurait eu. Découvert inopinément après. Et là, c'est pareil, Mathieu, crise cardiaque, mais après, tout seul, sans laborantin. On le voit bien quand même sur ses vidéos et dans l'absolu sur le travail journalistique qui est fait autour de lui. On sait qu'il a des assistants. Ils étaient où les assistants? Ils assistaient plus là pendant que bizarrement il se trouve Il y a mort. pas de témoin, donc forcément un petit voile de mystère sur les circonstances de leur décès. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé à gratter, voilà, sur cette carrière de Monsieur Matthews? Eh ben, j'ai exhumé un article de 1898 où plusieurs journaux internationaux, donc plusieurs sources qui ont rien à voir les unes avec les autres et qui n'avaient pas intérêt à rediffuser cette espèce d'anecdote un peu pourrie, parce qu'on va le dire ensemble, c'est vraiment une anecdote pourrissime que j'ai exhumée et qui n'a d'intérêt que dans la perspective de la vie générale de Monsieur Matthews et de l'élucidation possible du crash d'Aurora. Eh ben, simplement, la désertion de la recrue Matthews. Qu'est-il arrivé à cette jeune recrue Matthews? Il était à bord du sous-marin The Nile qui plongeait en Méditerranée. Et en fait, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur Matthews, qui est a priori notre cher monsieur Matthews? Il avait accès à du matériel cryptographique de première importance. Il était en charge des codes, en fait, de décryptage des communications cryptées. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce Matthews? Eh bien, simplement, il s'est évadé de ce sous-marin. Bon, quand il était hacké, vous imaginez bien, il n'est pas sorti par l'écoutille à plusieurs kilomètres au fond de l'eau. Non, non, Oui, il a fait des choses bien.
c'est pas non plus le monde, hein. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Un truc hyper cohérent. Il a gagné l'Irlande pour y demander un droit d'asile. Et pourquoi? Parce qu'il a carrément bien expliqué pourquoi il fuyait et ce qu'il avait fait. Il a vendu des pardonnez-moi, il a vendu des clés cryptographiques à un allié de la couronne britannique. Alors, vous me direz, c'est toujours moins pire que d'avoir vendu ça à un À un ennemi. ennemi. Mais quand même, hein, c'est pas ouf, hein, devant une cour martiale, si vous commencez à dire c'est moins pire que si je l'avais donné à un ennemi, ça marche pas trop, généralement, ce type d'excuses. Et ça, c'est assez clair parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un silence total sur ce qu'il advient de ce monsieur. Et le fait qu'il est parti se réfugier, en fait, si vous voulez comprendre. L'Irlande a toujours été assez séparatiste, hein, vis-à-vis de la couronne, donc être planqué chez eux, vous pouvez être sûr que les Irlandais vont pas vous vendre, hein. Au contraire, ils ont l'impression de tenir un petit peu tête, si vous voulez, à Oui. l'Angleterre en ayant un élément séditieux. Donc, si vous voulez, ça relève vraiment d'un calcul. Et ce monsieur, c'était clair qu'il pouvait être à cet endroit, à ce moment-là. C'est logique par rapport à la suite de sa profession. Donc pour moi, il est évident qu'il s'agit du même. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah forcément, on a effectivement quelques temps avant le crash d'Aurora qui est intervenu. Contrairement à ce que j'ai évoqué dans le livre, et je m'en excuse, c'est pas 9 mois avant qu'il y a eu le drame d'Aurora, c'est 1 an et demi, je crois, ou quelque chose comme ça, non, 14 mois, si ma mémoire est bonne. Donc excusez-moi pour la typo, mais comprenez que le temps qu'on fasse remonter une enquête militaire, surtout à l'époque, une enquête administrative, il fallait vraiment bah, déjà que tout le monde fasse le rapprochement et qu'on puisse bah, lever les fonds pour missionner des gens, faire des rapports, des synthèses, etc. Que ça ait mis à peu près plus d'1 an pour qu'on trouve le responsable, paraît pas délirant du tout. Si vous voulez, c'est Mais carrément jouable. alors, peut-être tu vas nous le dire après, mais à quel moment, là, ce jeune Grindel Matthews a 18 ans, Ouais, il est enrôlé dans l'armée, dans un sous-marin, en voilà. Méditerranée. À quel moment il est de l'autre côté de l'Atlantique, au Texas, et il peut faire démonstration sur l'aéronef d'Aurora de sa technologie? En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Pardon si c'était pas clair. En fait, en vendant les secrets cryptographiques, c'est-à-dire bah, les éléments de langage, de code et de communication qu'il avait en sa possession, il les a transmis aux États-Unis. Et les États-Unis, certainement ce qui allait devenir l'USAF, ou en tout cas des gens de l'armée, clairement, ou des gens disposant d'une accréditation secrète nécessaire, ont tenté de communiquer avec cet aéroplane, cet aéronef, peu importe quelle était la nature de cette technologie secrète. Et au lieu de l'intercepter et de la ramener au sol, parce que moi je postule que c'était des ondes radio, comment dire, peut-être, on peut pas dire un programme, mais un proto-langage qui allait devenir plus tard l'informatique, et qu'ils ont intercepté et qu'ils ont cherché à le faire atterrir. Pourquoi? Parce que si on le fait atterrir en douceur, comme on voit déjà dans cette guerre qui est la nôtre actuellement, il faut intercepter le matériel pour le décrypter, le comprendre et le rétro-ingénierer. Là, ils ont tenté de faire la même chose, sauf qu'ils se sont plantés. Au lieu de lui demander d'atterrir ou de le faire atterrir, apparemment, dans le cours du processus, il y a quelque chose qui a mal tourné ou quelque chose qui a mal été programmé et qui a fait que l'appareil s'est cassé la figure. L'appareil ne se serait jamais cassé la figure. Il n'y aurait pas eu cet incident-là. Jamais Monsieur Matthews n'aurait été compromis dans cette affaire, puisqu'on n'aurait pas pu constater qu'il y avait une malfonction de ce programme secret. Pour moi, c'est aussi simple. Il s'est jamais déplacé de l'autre côté de D'accord. l'Atlantique. Il a donné les éléments qui ont permis de faire dysfonctionner cet appareil classifié qui repose, et là par contre j'ouvre toutes les portes, possiblement peut-être aussi sur des technologies que nous ne connaissons pas. Mais pour moi, il est clair que c'est ainsi que le processus a pu se Il y a dérouler. un lien de cause à effet entre ce qu'on reproche à Matthews en termes de renseignements militaires communiqués à un allié et l'utilisation de ces informations pour comprendre le contrôle de l'aéronef d'Aurora. Et tout ça relève d'un accident. À aucun moment, Monsieur Matthews n'aurait eu envie ou le désir de nuire à sa patrie. C'était peut-être se faire simplement de l'argent pour pouvoir bah, faire tout ce qu'il a toujours aimé faire, c'est-à-dire de la recherche et simplement peut-être aussi éviter des tensions entre les différents pays. Peut-être sur un esprit jeune, c'était assez facile de le convaincre de donner des secrets pour pouvoir apaiser des tensions entre différents alliés où il y avait une tension, une rivalité, quelque chose. On l'a vu ça au niveau de la France notamment. La couronne d'Angleterre et la France avaient conclu un marché, notamment, je ne sais plus quel est le nom de cette technologie qui permettait à l'époque déjà de faire sentir les sous-marins avec des ondes électriques. Et en fait, l'Angleterre n'a pas honoré sa part du marché. Ils ont pris la technologie, mais eux, ils n'ont pas donné leur secret en retour, vous voyez. Et quand il y a des escalades ou des escalades, bah, c'est super facile. Vous avez un gamin de 18 ans à qui on dit tu vas faire le héros et tu vas apporter une solution à la crise diplomatique. C'était hyper simple de lui faire lâcher les affaires. Aujourd'hui, on n'aurait plus du tout, je pense, des circonstances de la sorte, quoique on sait bien qu'il y a des pilotes de drones malheureusement qui sont extrêmement jeunes dans certains pays que je nommerai pas, mais clairement, ça c'est évident, on est face à un cas de figure où la personne n'avait
aucune mauvaise intention, n'avait pas conscience des dégâts qu'elle allait causer, et surtout plus tard, et c'est là tout l'intérêt de son passage après aux États-Unis, a certainement travaillé lui-même sur ce qui est devenu la carcasse du crash d'Aurora. Ça, c'est une évidence absolue. Pour moi, il a eu accès à un moment donné à cet appareil. C'est ce qui lui a permis notamment de développer certaines de ses inventions. En tout cas, moi, j'ai pas de preuves malheureusement tangibles sur cet élément-là, mais j'en ai l'intime conviction. Vraiment, on pourra pas me faire admettre le contraire, bien que je sois encore à la recherche d'éléments pour démontrer cette partie plus annexe du raisonnement. Donc malheureusement, au lieu de simplement intercepter, copier, les Américains ont simplement détruit, et j'insiste sur le côté extrêmement accidentel, a priori, de cet événement du crash d'Aurora, qui était vraisemblablement un des tout premiers drones de communication entre sous-marins. Tout simplement, ça va peut-être en décevoir certains, et je vous demande pardon, mais la logique voudrait, vu les domaines de technologie auxquels a été associé Monsieur Matthews, qu'il s'agissait simplement, parce que ça peut vous étonner, mais on se dit pourquoi les sous-marins auraient besoin d'un ballon atmosphérique ou hyperatmosphérique pour communiquer entre eux. En réalité, c'est bien ça. D'abord, on a un système d'ELF, donc des ondes profondes, qui permettent de signaler au sous-marin qu'il est temps de remonter pour recevoir ses ordres. Ensuite, il remonte, et là, avec un ballon, il reçoit ses instructions plus détaillées. Vraisemblablement, il devait s'agir d'un élément de la sorte, et peut-être soit ils ont cherché à le rétro-ingénierer, soit simplement à le patcher pour mettre un mouchard ou quelque chose dessus pour que on puisse recevoir un doublon aux États-Unis, tout simplement. Je sais que ça peut surprendre et peut-être un peu décevoir, mais c'est la Non, mais réponse logique. ce qui laisse entendre qu'il n'y a pas eu de victime, peut-être, dans ce crash d'Aurora. Si on est Pas face sûr. à un ballon sonde ou quelque chose de téléguidé, il est pas garanti qu'il y avait un corps, et ça remet en cause, du coup, le narratif on avait découvert avec toi sur le crash d'Aurora et un corps exogène enterré dans le cimetière local. Moi, je pense qu'il y avait quelqu'un. Parce que fallait forcément une main humaine. C'est comme quand on patche un truc, même si je veux dire, bah, attends, je vais vous raconter un truc très vilain qui ne se fait plus aujourd'hui. Ouh. Vous êtes quelqu'un de très vilain et vous voulez très vilainement espionner votre vilain voisin parce qu'il est méchant. Et ben vous allez dans l'endroit que je vous dirai pas, sur son boîtier internet qui est accessible à l'extérieur du domicile et que certains, voilà, on va dire personnes qui travaillent dans les télécommunications identifieront bien. Et là, il suffit juste de mettre un mouchard qui va rediriger exactement tout ce que la personne voit dans son domicile, toutes les requêtes qu'elle transmet en gros à internet, vous les aurez vous aussi. C'est comme ça que ça marche un mouchard, et c'est comme ça que vraisemblablement ce ballon lui aussi fonctionnait. Et du coup, fallait forcément envoyer quelqu'un, s'il faut même un nain, pour monter tout là-haut, ne pas déséquilibrer l'objet pendant qu'on lui avait dit de s'arrêter, et essayer de le patcher. Mais ça n'a pas dû vraiment tourner comme il fallait, clairement. D'accord. Bon, c'est une histoire assez triste. Si c'est vraiment celle Oui, que oui, voilà, j'ai reconstituée, elle est horrible il et y elle est a, il y nulle. a un, Je il y suis a un d'accord avec drame vous. derrière tout ça. Et puis surtout, c'est un drame d'une banalité très sinistre et qui est basé donc sur la course à l'information et à la trahison, y compris entre alliés. Donc je comprends qu'on ait préféré lui substituer un narratif mystérieux de il y a un petit homme vert de l'espace qui est tombé. Moi, je vous avoue, effectivement, je comprends qu'on puisse adhérer plus facilement au deuxième Auprès du narratif, grand tellement c'est public, navrant. ça passe presque mieux. Oui. Ah ouais, ouais, sinon c'est en termes de, voilà, de valeur humaine, on se dit c'est un désastre. Donc effectivement, monsieur Matthews, depuis toujours, et depuis le début de sa carrière, exactement comme Tesla, il est associé à la télécommunication. Et quand on dit télécommunication militaire, on parle bien sûr de cryptographie. Alors vous allez me dire, Anaël, pourquoi est-ce que tu poursuis tous les cryptographes de la Terre? C'est promis, je Oui, m'arrêterai là, c'est c'est une terminé. lubie. C'est un, Ils, c'est ils- un sport. ils sont tous cryptographes dans l'histoire. Mais c'est pas de Ah, chance, mais oui, mais en oui, fait. mais Et c'est ça qui est assez fou. Donc on comprend qu'il y a quand même, j'insiste, un domaine dans l'aspect militaire, y compris très ancien, parce qu'on parle donc de gens qui datent il y a longtemps, qui ont eu une sorte de rapport avec l'ufologie, mais qu'on essaie de congédier de la scène gentiment en minorant leur importance. J'insiste, ça veut pas dire que je ne crois pas aux extraterrestres, ça veut juste dire que je trouve qu'il y a quand même pas mal, un, de militaires, deux, de cryptographes et de gens qui ont travaillé dans la télécommunication, qui ont un lien avec le développement d'appareils anachroniques ou en tout cas très originaux. Rappelons, Matthews voilà, a développé le rayon de la mort qui permet d'arrêter des moteurs comme ceux des voitures. Donc on comprend voilà, le lien que tu faisais tout à l'heure avec les rencontres du troisième type où beaucoup de gens parlent de cet effet-là. Quand même, j'insiste encore une fois, après vous faites ce que vous voulez de votre pensée, mais je trouve qu'il y a un lien plus qu'évident. Donc j'insiste, comme tu le disais, il n'est pas allé avec ses petits pieds jusqu'aux États-Unis, il a transmis une méthode cryptographique, donc il a révélé des secrets qu'il fallait pas, et on me dirait, ah bah oui, bah il fallait juste changer de code. C'est pas si facile, surtout à l'époque.
Il faut recréer des machines de but en blanc pour décoder, ne serait-ce qu'un exemple que vous devez certainement connaître, la machine Enigma. Donc je vous apprends rien. Depuis très longtemps, la cryptographie se repose en fait encore une fois, sur de la mécanique. C'est pas juste un jeu de l'esprit. Donc on ne pouvait pas juste, en claquant des doigts, refermer la brèche qui avait été ouverte par Matthews. Et Matthews, qu'est-ce qui lui arrive? Il finit dans la cryptographie, dans la télécommunication. C'est l'emploi en fait qui lui est offert juste après. On n'emploie pas quelqu'un par pure charité, hein. Si on lui a offert cette position dans l'armée, c'est clairement pour essayer, on peut pas dire d'acheter son silence, ça n'aurait pas de sens, mais de contrôler sa capacité de nuisance, c'est plutôt ça, et d'essayer de gérer son talent pour qu'il devienne utile à la société. Donc clairement, on a compris qu'après, il va devenir un petit peu trop indépendant et que, on l'a vu dans le scandale de 1924, ça ne l'empêchera pas d'essayer de voler ses propres ailes, mais tout en sachant que quoi qu'il essaie de faire, il se retrouvera toujours pris dans la toile de ses anciens alliés. Et ça peut même être pire, des ennemis de ses alliés. Donc comprenez que cet homme, depuis le début, mais vraiment le début, on l'a compris, il a 17-18 ans au moment des événements, son intérêt, c'est de tout ce qui est la cryptographie, contre la distance des appareils, et de ce que nous, aujourd'hui, on appellerait des drones. C'est quand même assez important. Je vais encore vous parler de Paul Benevitz. C'est pareil, lui aussi, un jour, j'arrêterai d'en parler, je vous le jure, mais c'est le destin de cet homme nous éclaire tous. Je vous assure que pour moi, voilà, c'est la métaphore du destin de beaucoup des nôtres au sein de l'humanité. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait lui aussi? Il est rentré en communication avec un appareil non identifié que lui a qualifié d'extraterrestre. Dans mon ouvrage, dans OVNI, vous aurez une transcription qui se repose sur un témoignage qui vient de Paul Benevitz, où il donne en détail ce qu'est cette communication. C'est capital que vous puissiez vous la lire en votre âme et conscience. Pourquoi? Pas seulement la traduction que j'en donne, hein, le message original si vous lisez l'anglais. Pourquoi? Parce que là, on comprend qu'on est bien face à on appellerait ça du proto-langage matriciel pour les LLM, donc c'est un peu dégueulasse dit comme ça. Disons simplement du langage d'ordinateur qui a pour but d'ordonner et de penser, ce qui nous donne aujourd'hui l'illusion des fameuses intelligences artificielles. Ouais, ça va aussi loin que ça. Je vous affirme que j'ai des preuves et que je démontre dans cet ouvrage qui est OVNI que M. Paul Benevitz a été en contact avec un des premiers drones pilotés par une AI et qu'il a intercepté des communications cryptées que ce drone et les personnes qui expérimentaient au sein de l'armée échangeaient, et qu'à partir de ce moment-là, c'est là où il a été un petit peu poussé vers la sortie, comprenez, vers l'asile psychiatrique, parce qu'effectivement, si on commençait à révéler, et j'insiste, ça doit vous sembler être un clou du spectacle équivalent un feu de paille, mais c'est bien ça souvent. L'avantage stratégique d'une arme ne repose que sur son caractère mystérieux, son secret. Et lui, c'est bien ce qu'il avait découvert. Et clairement, c'est d'une manière peut-être un petit peu plus modeste, mais ce qui s'était passé à Aurora, on parle bien de ballons de télécommunication qui servaient secrètement à échanger avec des sous-marins en position secrète. C'est les mêmes enjeux. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler à ce moment-là de ce récit. Pourquoi? Parce qu'on voit exactement les mêmes techniques après se mettre en place en termes de discrédit. Qu'est-il arrivé, je vous le rappelle brièvement, à Paul? Se fait intercepter par l'agent, pardonnez-moi, de Richard Doty, qui est bien lui, et c'est avéré, un agent secret qui a bien travaillé pour les États-Unis. Et à partir de ce moment-là, il se fait mettre sur des pistes qui ont rien à voir avec avec les observations du terrain sur lesquelles il est. Il se fait de plus en plus aller vers des hypothèses de plus en plus fringe, alors que s'il était resté vraiment au niveau de ses compétences d'ingénieur, mais il aurait trouvé la réponse tout de suite. Peut-être même l'avait-il trouvé, peut-être même n'a-t-il pas eu l'occasion de l'écrire dans des documents qui nous soient parvenus, mais je suis fondamentalement convaincue qu'il était à ça de découvrir la nature exacte des drones qu'il avait supposément interceptés. Et c'est là que le narratif exogène, ovni, extraterrestre était bien utile aux gens qui ont voulu le détourner de tout ça. C'est trop fastoche et c'est vraiment juste dans le but, j'insiste, que ces secrets ne transitent pas entre de mauvaises mains. C'était pas juste pour pourrir la vie de Paul Benevitz, le pousser gratuitement au suicide ou quoi, c'est Oui, pour préserver le secret, hein. Je préfère le redire. Et une fois que quelqu'un a eu accès à ce type d'informations dangereuses, même indépendamment de sa connaissance, puisque j'insiste, moi je pense que Matthews, quand il a conduit à ce premier accident jeune, et Paul, quand il a commencé à faire ses observations, à aucun moment ils se sont dit je suis en train de me mêler d'un truc qui va me mettre en danger. Je pense qu'au contraire, ils se sont dit, et tous les deux sont vraiment comme ça, je travaille pour ma patrie. C'est des patriotes, hein. Tous à chaque fois, ils sont là, je dois sauver l'humanité, je dois protéger les gens. C'est toujours ça qui revient dans leur déclaration, je fais ça pour votre bien. Et ça, c'est capital de comprendre un petit peu comment ces personnalités très ouvertes, très philanthropes, après se font rattraper par des étroites surveillances gouvernementales et se font du coup soit congédier de manière violente, soit se retrouver dans la banqueroute, bref, toujours dans des situations de très grande difficulté, d'où le postulat capital qui est, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un réussir que c'est forcément quelqu'un
quelqu'un de bien. Et c'est pas parce que non plus vous voyez quelqu'un de forcément excentrique que c'est un génie patenté. Et il y a des gens excentriques tout court. Et franchement, c'est capital de sortir des stéréotypes hollywoodiens. Merci Newton de ta belle présence qui m'encourage à porter ce Voilà. message haut et fort. Qu'est-ce que Newton en pense? Dis-nous tout, monsieur. Qu'est-ce qu'il est mignon. Alors, je vous le redis, voilà, ce monsieur Matthews a quand même pris quelque chose, sa responsabilité. Je pense qu'il a cherché, même s'il savait qu'il trahissait son pays, il cherchait à faire quelque chose de bien. Et tout le long de sa vie, après, il est resté dans ce même créneau, mesure contre mesure. Il était dans les développements des technologies, du matériel tel qu'on le trouve, ou en tout cas tel qu'on le suppose dans le matériel craché d'Aurora. C'est à partir de ce moment-là que Matthews s'épanouit, devient vraiment un ingénieur, est financé par des mécènes. On a bien compris, c'est pas gratuit, c'est pour posséder ses connaissances et qu'il est scruté par l'ensemble des gouvernements. Alors, pourquoi je suis sûre que monsieur Matthews a un rétro-ingénieur, et pardonnez-moi, quelque chose à partir du matériel craché à Aurora. Est-ce que tu as déjà entendu parler, Guillaume, du stratoplan? Pas du tout. Et c'est bien dommage. Encore une fois, là, ça devient frustrant, hein. Ah bah non, mais c'est chouette, comme ça Ah on ben, peut on faire des apprend. bingos, parce qu'il y a des gens qui vont faire la soirée bingo. Connais-tu le stratoplan? Et vous aurez le droit de manger une chouquette en pensant à moi. Voilà, on fait pas de jeu à boire ici, on est sobre, on est à la chouquette. Alors, le stratoplan, Kesako, simplement, Monsieur Matthews, il l'avait développé, il a jamais réussi à vendre un des premiers avions qui devait nous relier à l'espace. Et ça, c'était quand même assez... Enfin, en plus, j'insiste, c'était faisable avec les moyens que lui, il préconisait. Il avait vraiment une solution qui était, on va dire, on peut pas dire cheap, mais qui était bankable. Et ça, c'est quand même dingue parce que, je veux dire, tout le monde ne pense pas forcément à ça. Il fallait vraiment être visionnaire et certainement disposer d'autres éléments. Donc, quand je vous ai parlé d'un drone qui servait de relais de télécommunication entre les sous-marins, je pense qu'on parle d'un drone de très haute atmosphère. Alors, ceux qui connaissent un petit peu voilà, les différents niveaux de l'atmosphère et où on trouve quoi, etc., on est beaucoup plus haut que la Léo. Et ça, c'est un signal qui est très très fort. Ça veut bien dire qu'il y avait d'autres départements au niveau de l'Angleterre qui avaient développé des choses très 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 dans l'anticipation. Je vous propose notamment dans OVNI, vous pourrez voir d'autres technologies d'anticipation, encore une fois qui remontent jusqu'au XVIIe siècle, le XVIIe siècle donc bien 1600 et des poussières, avec le développement de ce qui allait devenir plus tard, nous qu'on connaît comme les appareils photo, qui sont déjà attestés dans ce contexte-là par rapport à on va dire, c'est pas l'intelligence, les renseignements britanniques, ça paraît assez fou. Donc quand vous me dites oui, c'est pas possible, un drone, etc., bah déjà regardez ce qui était possible d'après les témoignages historiques. Je vous dis pas que j'ai forcément raison, je vous dis juste envisager que ce serait peut-être Mhm, tout à possible, fait. tout simplement. Alors, revenons à ce cher Matthews. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On a bien dit 1931, après ce coup d'éclat avec le crash d'Aurora, après cette brève escapade, si on peut dire, dans le milieu des mécènes possessifs qui lui ont plus pourri la vie qu'autre chose, bah qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré dans son alors, au Pays de Galles, dans son laboratoire que j'arrive pas à prononcer, c'est Tor Cloud, mais j'imagine que CLAWDD en gallois, ça se prononce pas comme chez nous, donc je demande pardon à tous les Gallois qui nous écoutent ou toutes les personnes qui ont un accent. Voilà, je ne peux pas le Merci pour prononcer votre mieux. compréhension. Je vous en demande pardon. Mais voilà, il construit là-bas un coin mais paumé, à part des cairns et des vieux monuments celtiques, voire pré-celtiques, vous trouverez pas grand-chose. Et là, c'est là qu'il choisit de construire son laboratoire. Et alors là, il a déchaîné les passions. Une fois qu'il s'est trouvé là, donc c'est dans la région de Swansea, pour ceux qui connaissent un petit peu le pays de Galles, il y a vraiment des choses proprement invraisemblables qui se passent, et notamment, je vous parlais du stratoplan, il avait tous les éléments pour le développer, pour le tester, pour faire pas mal d'autres choses. Il avait sa propre piste d'atterrissage, ce monsieur. Et quand les gens passaient autour de chez lui, parce qu'il y avait deux, trois petits curieux dans les locaux qui voulaient faire les marioles, et ben qu'est-ce qui se passait? En passant avec la voiture, paf, le moteur s'arrêtait, tombait à l'arrêt, et il fallait pousser la voiture après pour s'en sortir. Les gens l'adoraient. Vous savez pourquoi les gens adoraient Monsieur Matthews? C'est absolument adorable et je suis sûre que Newton l'avait pressenti. Monsieur Matthews adorait les chats et plus particulièrement les chats persans. Et, et Newton ne vient rarement sur les enregistrements d'émissions, donc il avait peut-être senti le truc, ouais. Il est fan. Et justement, bah, ces chats avaient la malheureuse, pardonnez-moi, fâcheuse manie de s'échapper. Et en fait, ils payaient, mais vraiment grassement, l'équivalent d'un salaire de 2 semaines pour un ouvrier, quiconque ramenait en bonne santé ces chats. Donc, voilà, un sacré phénomène, hein. À la manière de Tesla, ce pauvre monsieur Matthews, donc il est mort en 1938. Tesla, lui, par contre, en 1943, mais beaucoup plus âgé. Comme je vous disais, ils ont 24 ans d'écart. C'est hyper triste, donc, parce qu'il est mort tout seul. Aucun des deux ne voit la fin de la guerre. Ça, c'est vraiment terrible pour deux philanthropes comme ça. Deux disrupteurs de paradigme qui voulaient vraiment... Ok, ils mettaient en scène leur science, mais c'était vraiment
pour servir un intérêt, une vision intellectuelle beaucoup plus grande. C'était des excentriques, mais c'était quand même des gens qui ont essayé de fabriquer des choses, mais qui étonnamment les ont conduits à leur perte. Alors on va, si vous le voulez bien, aller jeter un bref coup d'œil aux éléments les moins subversifs de ce fameux laboratoire, parce qu'il ne reste rien, comme je vous l'ai dit. Il est mort, et au bout de plusieurs jours, quelqu'un s'est inquiété apparemment de ne pas avoir de nouvelles. Ce après quoi, on a découvert que en fait, les lieux avaient largement été déjà bien nettoyés. Et ce Ouais. que vous voyez là sur cette photo, donc le bâtiment blanc, aujourd'hui, c'est une étable pour chevaux. C'est assez délirant d'imaginer qu'il n'y ait pas, ne serait-ce que, je sais pas, un petit excentrique dans le coin qui aurait décidé d'ouvrir un musée. Il y a quand même le musée du Loch Ness ou de Roswell. On aurait pu faire le musée de Monsieur Matthews quand même. Ça aurait pas coûté bien cher, mais non, c'est quelque chose, un patrimoine qui a été totalement détruit. Je rappelle que dans les lieux, et ça à part sur une vue aérienne aujourd'hui, mais qui est très maltraité, il avait bel et bien une piste d'atterrissage, donc ce qui lui permettait de recevoir discrètement des visites, de tester tout son matériel, y compris le plus occulte. J'insiste, je vous rappelle, les moteurs tombaient en panne devant chez lui et il faisait voler des trucs que personne n'a jamais vus. Ça vous... Enfin, moi, personnellement, tout de suite, j'ai les Il y yeux a, il y qui a- il y a- clignotent. il y a des trucs qui s'allument, ouais. Donc on retient de cet homme simplement qu'il était réservé, obsédé par son travail et qu'il aimait beaucoup les chats. Je trouve que c'est assez touchant de le voir comme ça parce que j'insiste encore une fois, ne le voyez pas comme un génie du mal. Ce serait trop facile de se dire cet homme était forcément le parangon de la malfaisance, il était obscène, tordu. Ça, généralement, c'est des clichés éculés d'Hollywood qu'on utilise pour épouvanter les gens et vous faire croire qu'il y a d'un côté la nature, de l'autre côté l'ingénierie qui ne veut que la perte de l'humanité. Alors que j'insiste, hein, moi, la nature, je l'adore, mais quand je vais me balader dedans, j'ai bien conscience que son but à la nature, c'est de faire de moi du compost. Donc, je vais pas m'arrêter et manger un champignon offert par ma nature. Je vais déjà me dire, est-ce que c'est le bon, quoi? Parce que sinon, la nature n'est en soi ni bonne ni mauvaise. Elle est ce que l'on en fait, tout comme la technologie, ce qu'a tenté de faire Monsieur Matthews. Et Monsieur Matthews, permettez-moi de lancer, pardonnez-moi, moi aussi je vais verser 5 secondes dans le conspirationnisme, mais je pense que clairement on l'a poussé vers la sortie. Pourquoi? Exactement comme Tesla sur la fin, il est devenu grand copain. Mais quand je vous dis grand copain, c'est vraiment grand copain, avec des très chauds partisans du fascisme. Donc à partir de là, si vous voulez, ces mécènes américains et tous les gens qui ont bossé de près ou de loin avec lui, ils ont dû être comme ça à l'idée que tous les secrets qu'il possédait ou tout ce qu'il pourrait encore développer puissent peut-être pas tomber entre des mains très pacifistes, si vous voulez Ouais. juste voilà, l'expression de mon humble opinion. Donc clairement, si c'est pas des jaloux, si c'est pas la nature qui a fait son œuvre inopinément, on est plus par rapport à du nettoyage pour éviter que la valeur marchande quitte le pays. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que sur la fin de sa vie, Matthews euh, était pris de sympathie pour certains régimes fascistes, type régime italien ou allemand nazi. C'est cela. En tout cas, il n'était pas ostensiblement dans une démarche pour dire qu'il les appréciait pas. Il s'est rapproché notamment avec sa femme, celle qu'il a épousée donc à la fin de sa vie. Elle était vraiment souvent en maraude sur le yacht d'une de ses amies à elle, qui était vraiment une très grande fan du nazisme. Il y a pas, voilà, on va pas mâcher les mots. Et du coup, c'est là-dessus, sur son appareil à elle, enfin sur son yacht, qu'il a développé énormément de choses dont on sait. Ce sont des drones sous-marins, mais certainement perfectionnés, puisque c'est 10 ou 15 ans après qu'il ait développé les premiers. Vous voyez le mec, qu'est-ce qu'il aime? Il aime bien les secrets, il aime bien se mêler des tractations diplomatiques plus ou moins secrètes, il aime développer des technologies disruptives. Bon, effectivement, je serais moi-même dirigeante d'un pays, je sais pas trop si je le laisserais se balader dans la nature, celui-là, parce que je suis pas sûre du Il est résultat. question de sécurité nationale et de ce qu'on appelait le monde libre. Dans le livre, tu parles justement qu'à un moment, quand il va en France, qu'il a des tractations avec les États-Unis également pour trouver des financements et se faire engager, il a aussi des propositions qui viennent d'Allemagne. Oui, tout à fait. Et là, il les a refusées à l'époque sous couvert de philanthropie et compagnie. Comme Et quoi, étonnamment, les hommes évoluent. plus il se radicalise, mais après on peut le comprendre, hein, soyons tout à fait honnêtes. Vous avez vu la galère, et encore on n'a pas les détails parce qu'il a été assez pudique là-dessus. J'insiste, moi, vous me donnez le contexte, j'ai l'impression que le gars il mange ses doigts et il vit dans le froid. Bah effectivement, au bout d'un moment, si c'est même si c'est des gros monstres qui vous disent viens par là, t'auras chaud et t'auras plus faim, peut-être qu'il a réfléchi 2 minutes, parce qu'il avait beau être l'époux de la femme la plus riche du monde, si elle partage pas un copec, qu'est-ce que ça fait de vous? Enfin, et puis en termes personnels, en termes de reconnaissance, ça lui faisait pas non plus une très grande valorisation. Il avait juste l'impression, pardonnez-moi, mais d'être le toutou de cette dame qui avait besoin de se valoriser. Vous voyez, c'est parce que c'était vraiment ça. Hein, c'était très. Vous imaginez même pas le monument que c'était cette femme. Encore une fois, c'est quelqu'un qu'on a totalement
effacé du paysage. Bon, on n'a pas forcément tout perdu, mais comprenez que ça donne du contexte. Et je pense que cet homme, il avait un besoin, un, de reconnaissance par rapport à sa compétence, et deux, d'autonomie. Ça a toujours été son souhait et il l'a jamais eu. Il n'a jamais eu ni l'un ni l'autre. Et quand on est dans ces situations, même au diable, on souhaite la bienvenue. Exactement, ce qui est assez triste. Anaël, nous voici arrivés à la fin de cette émission sur Grindel Matthews et ce fameux rayon de la mort. Encore une fois, tu nous auras amené des éléments qui nous montrent qu'à une époque où nombre d'entre nous ne pensions pas que cela soit possible, il y avait des technologies qui peuvent produire des effets semblables à ce que rapportent certains témoins dans des cas d'observation, dans des cas d'enlèvement, tout ce qui a trait au phénomène ovni et au narratif qui l'accompagne depuis depuis la moitié du XXe siècle. Alors que là, on parle de début du XXe siècle. Donc, j'espère que ces émissions-là, non pas vont faire dire à ceux qui nous écoutent, oh, le phénomène ovni, c'est totalement un bullshit, on met ça de côté. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, mais prenez des pincettes et avec toutes ces émissions que tu nous proposes, déjà depuis le Livre Black Programme et maintenant avec ovni et extraterrestres au service de l'État, je pense qu'il y a matière à prendre un peu de recul, un peu de distance et à ne pas prendre tout le narratif ovni pour argent comptant. Tout à fait, je remercie tous les Nuréens qui nous auront suivis dans cette émission parce que je sais que souvent on me le dit, c'est dense, mais franchement, je vous invite à vous procurer le livre si vous en avez le souhait parce que de un, j'espère vous faire plonger dans les notes de bas de page, dans tous les autres sujets que j'aurais pas pu aborder qui sont pourtant en lien avec le destin détonnant de ce monsieur et d'autre part, pouvoir avoir accès aux sources que là, je vous présente, mais vraiment à bâton rompu et là de manière plus détaillée, plus posée, plus objective. On ne le répétera jamais, c'est une émission diffusée sur YouTube, c'est bien, c'est sympa, on passe tous un bon moment et on se cultive tous ensemble. Se plonger comme ça tout seul au fond de son lit avec une petite lampe dans un vrai livre et vraiment s'immerger dedans et s'impliquer dans cet instant de lecture, c'est autre chose et une autre manière d'acquérir des connaissances. Donc je ne peux que vous encourager à vous procurer OVNI extraterrestre au service de l'État et surtout à le lire. Annelle, un grand merci, on se retrouve très bientôt pour la suite de la découverte de cet ouvrage, toujours avec des dossiers sortis d'on ne sait où et pour ça on te dit un immense merci. Merci à vous, merci à toi Guillaume, merci à Nora, merci à Nurea TV, à tous les Nuréens. C'est vraiment un plaisir, un honneur à chaque fois d'être à votre service. Merci à vous les Nuréens, merci d'être restés jusqu'au bout de cette émission. Si vous l'avez suivi jusqu'au bout, je vous invite juste à mettre en mot de passe le nom du protagoniste de cette soirée, Grindel Matthews. On saura que vous êtes allé au bout de ces 1h20 à peu près d'émission. On a essayé dernièrement de faire des émissions un peu plus courtes pour que vous puissiez avoir le temps de les regarder et de découper tous ces dossiers qu'on retrouve dans le livre. Alors pas tous, mais une partie de ces dossiers en plus petites tranches pour vous rendre ça plus accessible. On espère que c'est réussi. On vous dit passez une belle soirée, prenez soin de vous et surtout gardez bien les pieds sur terre, mais aussi la tête dans les étoiles. À très bientôt tout le monde. Ciao. Salut à tous. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et pour Noël, nous avons tous envie de faire plaisir à nos proches. Et si cette année, vous trouviez le présent idéal, tout en apportant votre soutien à Nurea TV. Nous vous invitons à visiter notre boutique en ligne Lumière d'étoiles. Vous y trouverez des idées cadeaux originales, porteuses de sens, de bien-être et d'harmonie. Découvrez nos bougies surprises parfumées, fabriquées avec amour dans notre atelier à Saint-Étienne. Nos bracelets de pierre et leurs innombrables vertus. Nos colliers Mala et leurs propriétés apaisantes. Nos coffrets cadeaux pour elle et pour lui. Nos parfums d'ambiance artisanaux de haute qualité et fabriqués en France. Notre large choix d'encens du monde et de fontaines à encens. Ou encore nos nombreux carnets thématiques qui vous accompagneront au quotidien. Nous vous souhaitons une agréable visite et une merveilleuse fin d'année.